Donc on va parler des compétences en maintenance, quelles solutions pour métiers en tension. La plupart d'entre vous ont vu ce matin l'Observatoire de la maintenance et sur le marché de l'emploi. Donc je reviendrai assez brièvement là-dessus et je ne m'étendrai pas. Ce que je voudrais qu'on aborde, c'est on parle de compétences en maintenance, donc voilà, rappeler en quelques mots qu'est-ce que c'est, donner une petite vision du marché de l'emploi en maintenance, qu'est-ce que c'est que les compétences d'un mainteneur, les solutions de formation qu'on peut envisager et les solutions organisationnelles et innovantes. Quand on parle de maintenance et qu'on parle du coût de la maintenance, on se retrouve souvent avec des glissements de définition. Donc on a des normes qui nous permettent de définir qu'est-ce que c'est que la maintenance. Donc bien sûr, on a toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien qui sont destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. Donc j'ai mis quelques mots en gras qu'on a tendance à oublier, et notamment certains industriels ont tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans le maintien en état, on est dans le maintien en état sur la durée de vie, sur le cycle de vie. Quand j'achète une voiture, j'ai envie qu'elle fonctionne bien, qu'elle démarre quand je tourne la clé, et que si possible dans 6 mois elle tourne encore, voire dans 5 ans, voire dans 8 ans, selon comment j'ai fait ma stratégie d'achat. Et en maintenance, on fait plein de choses pour que ça continue à tourner, et on fait plein de choses pour que ça dure. Et c'est pas exactement les mêmes choses, et c'est pas exactement pour les mêmes personnes qu'on le fait. Les personnes qui sont clientes de la maintenance, c'est bien sûr la production, mais c'est aussi l'actionnaire qui a acheté l'équipement et l'usine. Donc ces deux clients-là sont à servir. Et dans les acteurs opérationnels, on a bien sûr les services techniques auxquels on pense toujours, mais il y a les entreprises extérieures, les prestataires, les fournisseurs, les fonctions support, achat, méthode, finance, bureau d'études, et puis l'exploitant qui est le premier mainteneur, parce que c'est selon comment il va utiliser l'installation et l'équipement qu'on va avoir un équipement qui fonctionne bien ou pas. Comme je dis, si on fait du 4x4 dans les dunes avec une Twingo, elle marche moins bien. Si la fonction achat demande de réduire l'achat de l'investissement, de le diviser par 2, on va falloir sabrer sur des choses. Donc on aura tendance à privilégier le fait que ça donne le résultat de production attendu à court terme, et puis tant pis si ça coûte une fortune pour que l'équipement dure longtemps. Tant pis s'il est pas fiable, tant pis s'il faut changer les pièces tout le temps, il est cher à maintenir, il est cher à utiliser. On ne le voit pas à l'achat, donc ça passe. La maintenance, c'est souvent vu comme un problème ou un centre de coût. J'ai mis un nuage de mots qui représente des problématiques qu'on voit habituellement. Dans ces problématiques-là, on a gardé des compétences clés, entre autres, recruter, fidéliser les équipes. C'est le sujet du jour. Et quand on parle de maintenance, et que je dis que c'est souvent vu comme un problème ou un centre de coût, ça a tout un tas de conséquences et ça a un lien avec notre sujet. Une bonne manière de savoir si la maintenance est vécue comme un centre de coût, c'est de regarder quels sont les objectifs qui sont donnés au service technique. Si l'objectif donné au service maintenance, c'est de réduire son budget par rapport à l'année dernière, on a compris où était le positionner le service. On a vu ce matin, d'un point de vue macroéconomique avec Valoui, que sur l'indice économique, les dépenses en maintenance interne, ils n'avaient pas rattrapé encore 2003. Donc en fait, on n'a fait que baisser les budgets, alors que l'intensité capitalistique, c'est-à-dire que la valeur des équipements qu'on maintient, elle a tendance à augmenter, parce que ne serait-ce que technologiquement parlant, on a plus de techno, il y a plus de valeur dedans. Donc on a quand même un petit souci de fond qu'on connaît bien à la FIM sur le sujet. Donc moi je fais partie de l'APAV, qui est un gros organisme de contrôle bien connu, mais qui fait aussi de l'accompagnement technique et du conseil, de la formation, qui a une entité laboratoire. Et la maintenance pour nous c'est un axe stratégique, on est partenaire de la FIM sur ce métier. Quand on parle d'une maintenance centre de profit, alors maintenant j'ai mis des termes anglais, par exemple à la mode, hein. Donc les OPEX, le contre-résultat, et les CAPEX, c'est le bilan. On agit sur le bilan en maintenance parce qu'en fait, tout simplement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on maintient des équipements
qu'on a le droit d'utiliser, parce qu'ils sont conformes et parce qu'ils ne sont pas trop dangereux. Donc en fait, on a une maîtrise des risques QHSE des installations. C'est un des premiers boulots de la maintenance, c'est d'avoir des équipements qui sont capables de faire ce qu'on leur demande, sans faire de problèmes, sans créer des risques, que ce soit des risques qualité sur le produit ou des risques HSE sur les personnes ou sur l'environnement ou des dommages aux biens ou autres. La deuxième chose qu'on leur demande, une fois qu'on a le droit de tourner, c'est que ça tourne bien, donc c'est du rendement. Alors j'ai mis TRS et flexibilité, c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement le TRS c'est le taux de rendement synthétique, c'est-à-dire le rendement de l'outil de production. Donc est-ce qu'on devait produire 1000 tonnes par jour, on en produit 900, on en produit 700, ça c'est le TRS. La flexibilité, ça devient un enjeu important parce que l'outil industriel, on lui demande de changer beaucoup de types de production. Et le TRS ne mesure pas ça. En fait, à TRS égal, on peut avoir un mix produit de 50 produits différents ou être monoproduit. Donc le TRS ne mesure pas cette performance-là, et c'est une performance qui est fondamentale, parce qu'en fait, le sens de l'histoire, c'est plutôt sur des cycles de mise sur le marché courts, de la variation sur les nombres de produits, sur les services produits, ce qui fait que on a besoin de changer de production dans le temps, ou parce que les produits évoluent, ou de changer de produit régulièrement. On a besoin aussi de contribuer, la maintenance contribue à l'évolution, à la modernisation et au projet. J'ai des projets de sécurisation des opérateurs de production, j'ai des projets de mise en conformité ou de performance environnementale ou de performance énergétique, j'ai des projets de industrie 4.0, j'ai des évolutions. Tout ça, c'est des projets techniques et la maintenance a une forte contribution. Si on la met dedans, on sait que ça va bien mieux marcher par rapport aux autres enjeux. C'est-à-dire que si on met la maintenance à l'intérieur d'un projet travaux neufs, on sait qu'il y a beaucoup plus de chances que l'équipement y tourne à la phase d'industrialisation et de mise en service et qu'il tourne correctement à un prix raisonnable pendant la durée de vie prévue. Si on ne les met pas, on sait très bien qu'on va galérer pendant pas mal de temps pour le faire marcher et qu'on aura plein de mauvaises surprises sur le coût et la maintenance derrière et même le fonctionnement. Donc ça fait la transition sur le coût de fonctionnement. Là aussi, la maintenance, c'est une source de profit sur le coût de fonctionnement, par exemple sur des rendements matières, des rendements énergétiques. Là aussi, le TRS ne mesure pas ça. Le taux de disponibilité ne mesure pas ça. Le taux de panne ne mesure pas ça. Si je cite ces trois indicateurs-là, c'est que c'est souvent des indicateurs utilisés comme la performance de la maintenance. On peut avoir comme indicateur de performance de la maintenance le budget, et par exemple budget et taux de panne. Bon, donc ça veut dire qu'on réduit le périmètre et l'influence de la maintenance et sa contribution à la valeur au fait de ne pas avoir une panne. C'est un peu court. Et puis le dernier enjeu que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la durée de vie et la gestion du cycle de vie de l'équipement et la gestion du cycle de vie du parc. J'ai X presses. Qu'est-ce que je fais? Je les change, je fais du revamping, je fais de la maintenance plus intensive, je les remplace. J'en rajoute, j'en enlève une, mais en fait j'arriverai à avoir le rendement qui va bien sur le reste. Ces décisions de gestion de parc, d'investissement, elles sont stratégiques, elles sont fondamentales. Et la maintenance a une contribution forte parce qu'elle va dire la faisabilité des scénarios, l'intérêt des scénarios. Une extension de durée de vie pendant combien de temps? Ça coûte combien de temps? Ça coûte combien par rapport à un achat? Voilà. Donc ces contributions à la valeur d'une entreprise, elles ne sont pas souvent vues, elles sont méconnues. Et donc on a tendance à réduire les budgets maintenance et ça a des conséquences sur les compétences. Donc notre vision, c'est la maintenance qui est une source de profit sur lequel nous, la PAV, on va avoir plein de possibilités d'accompagnement. Là, on va se concentrer sur les compétences. On va parler des parcours métiers, des évaluations de compétences, de la capitalisation des compétences, voire de la certification rapidement. Aujourd'hui, le marché de l'emploi en maintenance, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, d'un point de vue ressenti. D'un point de vue ressenti, alors j'ai même mis à jour, je m'étais encore mis à jour tout à l'heure, le salon c'est toujours intéressant pour ce genre de choses. On entend, voilà, les jeunes connaissent la théorie mais ne savent plus rien faire de leurs mains.
on en parlait encore ce matin. On voit des affiches partout, sur toutes les usines pour recruter, sur les portails, les camionnettes, on cherche des techniciens de maintenance. Sur les industries de ma région, 30%, là c'était Pays de Loire, 30% de sous-effectifs sur les techniciens maintenance. C'est-à-dire qu'il y a 30% de postes à pourvoir. Mon concurrent vient débaucher mes techniciens sur le parking de l'entreprise. Tu te souviens? C'était un membre de la firme qui est venu nous expliquer ça. On recrute des jeunes, on les forme et les techniciens s'en vont pour 100 € de plus en traversant la rue. Moi, ça fait 3 fois que je change de boîte cette année. J'ai prévenu mon chef, il a intérêt à bien me traiter. Ça, c'est un collègue à moi qui est à la maintenance. C'est le roi du pétrole. Hein. On lui fait un truc qui lui va pas, il claque la porte et le lendemain, il est ailleurs. Hein. 80% des passages au stand AFIM sur le salon Global Industries, c'est pour des questions du comment est-ce que vous pouvez m'aider à recruter des gens. J'en trouve pas. On est obligé de décaler des grands arrêts sur les périodes hautes, les prestataires ne suivent plus. Donc là, on voit bien la hiérarchie de puissance des industriels. Hein. Donc par exemple, toujours vers Nantes, hein, il y a d'abord Airbus qui se sert, après on a Toyota, après il y a X, Y, Z, et puis selon sa puissance sur le marché local, on sera plus ou moins bien servi en termes de planning d'arrêt, parce que le prestataire, il n'a pas assez de bras. Une DRH est venue me chasser, elle draine les associations et les clubs sportifs. Ça, c'est mon voisin. Mon voisin, il est mainteneur, il est technicien de maintenance. Il y a des DRH de groupes, mais qui sont loin. Hein. En l'occurrence, c'est de l'autre côté du département de l'Ain, donc c'est à 1h30 de route. Elle draine tous les clubs sportifs, etc. Et elle se renseigne. Il n'y a pas des gens qui travaillent à la maintenance, etc. Et le gars, il est venu le chasser dans son club de foot. Donc, c'est chaud. Ça, c'est la courbe qu'on a vue ce matin. Donc, je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Valoui sur le sujet. Mais effectivement, on peut considérer qu'aujourd'hui, on est à un ratio 1 pour 2 entre l'offre et la demande de techniciens de maintenance. Donc, on peut effectivement être très très tendu. On a des effets goulets d'étranglement sur les arrêts, on a des problèmes de compétences sur des spécialités, on a une pénurie globale de techniciens de maintenance. Donc, il y a eu une longue analyse ce matin, donc je ne vais pas la reprendre. Il y a du coût sur ce manque de compétences. Donc il y a du coût direct, le coût de recrutement et d'intégration d'un personnel. Donc ça, les RH le connaissent bien, mais c'est vraiment le sommet de l'iceberg. Il y a un coût humain du manque de ressources de maintenance. Hein. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui commencent à être très tendues, épuisées, qui ont des accidents, qui font plein d'heures supplémentaires, qui sont démotivées. Qui font des erreurs, et puis on a un coût technique de manque de ressources de maintenance, on a un manque de bras. Donc au bout du bout, on va avoir des pertes de production et des pertes de capital. Donc ça, c'est pas neutre, mais c'est pas forcément très très bien vu, perçu par les décideurs. Parce que la vision de la maintenance comme étant une source de profit, c'est pas très partagé, c'est pas très compris. Et donc on voit le coût, et on voit le problème du manque de techniciens. Et on commence à voir le mur, qui est celui-là. Donc maintenant, on commence effectivement à voir que, ah ma mince, je ne peux pas réparer la machine qui est en panne parce que j'ai pas assez de techniciens, que le gars qui est là, ça fait déjà 14 heures qu'il travaille, et qu'à un moment donné, c'est plus possible. Et que si j'appuie encore, il s'en va. Donc on voit bien le mur. Alors on a eu ce débat ce matin, donc j'ai essayé de faire un schéma. Alors il sera moins limpide que ceux d'Antoine, même si le sujet est aussi compliqué. Je passe par la problématique de l'optimisation budgétaire ou de l'exigence de productivité sur les équipes de maintenance, qui est beaucoup liée à ce que j'ai appelé une dévalorisation de la maintenance. C'est-à-dire qu'on voit la maintenance comme un coût, un centre de coût, et puis on a tendance à occulter la technicité. On a tendance à considérer que non, mais en fait, c'est pas si compliqué. Il n'y a pas de problème. Alors pourquoi il y a ces raccourcis-là? Parce que la plupart des décideurs, ils ont l'habitude de manager en masse des équipes de production, où il y a tout niveau de compétences, où c'est très standardisé, très répétitif, donc on peut former des gens rapidement, on peut trouver du monde, et on est sur de l'optimisation de productivité, donc on va faire pareil pour la maintenance, parce qu'ils font que faire des dépannages à la chaîne, c'est pareil.
Donc c'est une vue de l'esprit qui est fausse, mais malheureusement, elle induit un objectif qui est de dire vous ferez comme l'an dernier, mais avec 5% d'euros en moins. Donc vu qu'on a moins de moyens, qu'est-ce qu'on fait? On enlève du monde, hein, on a moins de budget, donc on essaie d'enlever du monde et puis on externalise. Et puis le fait d'avoir ces débauches dans les services techniques, ça donne une image du métier qui n'est pas très valorisante, il y a un manque d'attractivité, donc ça fait une désaffection des filières, donc réduction, fermeture des filières et des pertes de savoir-faire pratique, on en parlait tout à l'heure, avec les formations du Bac Pro par exemple qui ont perdu 1 an, qui vont en perdre une deuxième année, où on en est à des points où on n'a même plus le droit d'utiliser un outillage électroportatif. Donc grosso modo, vous prenez quelqu'un qui sort d'un Bac Pro, s'il était un peu feignant et pas bricoleur, il n'a pas touché une perceuse de sa vie. Donc c'est un peu embêtant de le mettre dans un service technique. Avec des vieillissements d'effectifs, pour ceux qui restent, hein, parce que vu qu'on a arrêté d'embaucher pendant longtemps, les gens ils ont le mauvais goût de vieillir tous les ans, d'un an. Avec de la perte de savoir-faire, parce que ceux qui s'en vont, ils s'en vont avec leur petit carnet dans la poche et on ne sait plus faire. Et donc tout ça, c'est un cercle vicieux qui, vu qu'on est allé un petit peu trop loin dans le curseur des optimisations et on a fait des réorganisations, on a perdu des morceaux de la fonction maintenance. Donc il y a des choses qui ont sauté, donc on perd des fonctions méthodes. Il y a énormément d'entreprises qui font plus de méthodes depuis longtemps, et d'ailleurs on le voit bien, les plans ne sont pas à jour depuis on ne sait plus quand. Il y a de la dilution de compétences. Alors, on parlait des UAP hier avec quelqu'un, les unités autonomes de production, j'ai rien pour, j'ai rien contre. Par contre, quand on met de la maintenance intégrée en production, si on ne manage pas la compétence en transversale, les gars ils sont happés pour faire un peu de prod, ils font beaucoup de réglages, parce que c'est très pratique, ils sont sous la main. Mais du coup, on perd de la technicité. Et puis on n'a plus un cadre en automatisme, parce qu'en fait, il n'y a plus personne qui passe sa vie à en faire. Et on a une dilution de compétences, donc on en perd. On perd de la compétence. Et puis quand il y a une crise, c'est un accélérateur. On se dit, il faut absolument faire des économies, donc on va taper sur des centres de coûts. Donc Valou le disait ce matin, c'est des coûts fixes. Donc il faut faire des économies sur la maintenance. Et puis on va arrêter de faire des choses, on va arrêter de faire du préventif, ça coûte, on va arrêter... Et puis on verra quand ça redémarre. Et on voit qu'on se reprend le mur. Et la problématique, c'est qu'on peut toujours mettre beaucoup d'argent pour rattraper le coup. Par contre, récupérer de la compétence, c'est beaucoup moins rapide. Ça ne s'achète pas si facilement. Et donc le déséquilibre entre l'offre et la demande commence à devenir critique. Donc effectivement, on va avoir de la formation initiale. Nello a donné les chiffres ce matin, là, 8500 par an, et c'est en baisse. En nombre de personnes, en durée des formations, en qualité de contenu. Il y a un peu de formation continue, mais on sait qu'il y a des trous dans la raquette. Et puis il y a un peu de formation en interne dans les entreprises. Mais c'est souvent balbutiant parce que pas trop le temps, quoi. Puis on a des départs. On a un sous-effectif chronique à rattraper. Il y a une reprise de l'activité économique qui est bridée par les goulets d'étranglement et notamment sur des ressources techniques. Et puis on manque de compétences sur des technologies alors actuelles comme l'automatisme ou à venir comme l'industrie du futur. Et donc on se dit, on a un vrai problème. Et on a un vrai problème de recrutement, on a un vrai problème de fidélisation. Si on essaie de simplifier l'équation en se disant, ok, pour être mainteneur, il faut quoi comme compétence pour être un bon mainteneur? Pour être un bon mainteneur, il faut que je connaisse le métier de la maintenance. Il faut que je connaisse un certain nombre de techniques. Donc effectivement, il faut que le métier de la maintenance, c'est non exhaustif. Je travaille en sécurité, je sais faire un diagnostic. Je connais un processus de maintenance, c'est-à-dire je sais ce que c'est un préventif, je sais ce que c'est une intervention de qualité, je sais faire un peu de la fiabilisation, je sais tracer et documenter les choses, j'ai un bon relationnel avec la prod, je sais gérer mon temps parce que je suis à peu près tout le temps tout seul. J'ai utilisé une GMAO. Bon. J'ai des techniques, donc de la mécanique, de l'électricité, de l'automatisme, etc., de la robotique, plus ou moins récentes. Et puis j'ai aussi des techniques
pour de l'analyse, par exemple de la thermographie, de l'analyse vibratoire, etc. Ça fait partie des savoir-faire techniques à maîtriser pour être un mainteneur. Et puis, il faut que je connaisse les installations. Parce qu'effectivement, si vous mettez un garagiste Fiat sur une Audi, il va s'en sortir. Mais ça sera plus dur. S'il ne connaît pas l'équipement, donc c'est quoi l'équipement, il est fait avec quel sous-ensemble, quels composants, etc. Voilà. S'il ne sait pas reconnaître les composants techniques, il va faire des bêtises. S'il ne connaît pas le process de fabrication qui est soutenu par les équipements, il va faire des bêtises. Le nombre de fois on voit des moteurs monter à l'envers, c'est qu'à un moment donné, on s'est trompé un petit peu de sens de process. S'il ne connaît pas les utilités qui alimentent les équipements, ça ne marche pas. Et puis, s'il ne connaît pas les risques liés aux équipements, on en parlait tout à l'heure avec les démarches de sécurisation, il va prendre des risques et faire prendre des risques. Et s'il ne connaît pas les réglementations applicables, il ne va pas maîtriser un des premiers enjeux, qui est la conformité de l'installation et qui donne l'autorisation d'exploiter. Donc il faut qu'il connaisse tout ça, et ça c'est lié aux installations. Et c'est bien pour ça que quand on fait venir un mainteneur dans une usine, on évite de le mettre en posté la nuit tout seul le premier jour. Ou alors on est joueur. Voilà, dans une industrie. Donc il faut maîtriser ces trois piliers, et c'est aussi pour ça que c'est pas si rapide que ça de former un mainteneur. Donc il y a des solutions de formation. Donc il y a de la formation initiale. On a essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait faire de la formation continue qui soit efficace. Et on a une contrainte qui est forte. Il y a des contraintes, des freins et des objections aux formations initiales et continues. Quand vous allez voir des décideurs dans une entreprise, ils vont vous dire que moi je veux bien mettre des gens en formation, mais déjà je manque de gens. Donc si j'arrive à recruter un technicien maintenance, je voudrais qu'il bosse le plus vite possible. Donc si votre formation elle dure 1 mois plutôt que 2, ça va bien m'arranger quand même. Parce que ça fait 6 mois que j'attends. En plus, des fois, j'embauche des gens parce que j'ai besoin d'avoir des gens postés. Si vous me le prenez en formation, il n'est plus là. Je fais comment? Parce que j'ai pas de gras, vu que je manque de monde en plus. Donc ça freine, et ça freine pour de vrai les industriels à dégager les techniciens pour être formés ou des gens pour être formés. Il y a des besoins souvent qui sont immédiats, donc on veut un délai court, indépendamment de la durée courte. Donc il faut réagir de suite. En plus, en termes de budget, on est un peu embêté, on est un peu gêné aux entournures parce que déjà, les services techniques, ils absorbent beaucoup de budget formation pour des formations réglementaires et QHSE. Et par rapport au reste de l'entreprise, souvent c'est un budget qui est lourd, c'est-à-dire que ça pèse largement la moitié, voire les 2/3 du budget total de formation des opérationnels. Donc leur rajouter du budget sur le sujet, c'est des freins. Et puis en plus, on voudrait que la formation elle soit rapide, de suite, mais qu'en plus elle soit super bien, parce qu'on a besoin de gens super bons quand même. Parce qu'on n'est pas bien. Donc tout ça, ça complique les choses. Donc pour répondre à ce problème-là, une des solutions, c'est de se dire il faut qu'on mette les briques qui vont bien. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, les techniciens ont besoin que d'un morceau. Typiquement, vous avez des entreprises où vous avez des mécaniciens qui ne sont pas électriciens. Vous avez des électriciens qui ne sont pas mécaniciens. Vous avez des électromécas qui ne connaissent pas l'automatisme, etc., etc. Donc souvent, il y a des briques qui manquent. Donc c'est important de se dire, voilà, d'être capable d'avoir des formations techniques qui bouchent les briques manquantes. C'est important d'avoir des formations qui puissent être le plus rapide et le plus efficace possible sur le métier de la maintenance. Et c'est aussi important d'avoir des solutions pour former le plus vite et mieux les techniciens sur les installations. Parce que c'est plus compliqué à faire. Donc on a développé des solutions, alors on étant l'APAV, mais l'AFPA est intervenu ce matin, et il y a d'autres organismes de formation continue qui ont développé des formations de type parcours métier qui essayent de pallier ça. Alors ils essayent surtout de pallier ces deux morceaux-là, parce que la partie installation, on met des machines, mais c'est pas forcément les bonnes. Donc pour être capable d'être modulaire,
on va être capable, déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est évaluer les compétences et le potentiel d'évolution des gens. C'est-à-dire, c'est quoi les briques qui manquent, c'est quoi les compléments de formation qu'il faut faire. Derrière, on va déterminer un parcours de formation ad hoc pour le dérouler, sachant que ce qui nous intéresse, ça n'est pas de faire la formation. En tout cas, ce qui intéresse l'industriel, c'est pas la formation. Ce qui intéresse l'industriel, c'est la compétence. Ce qui l'intéresse, c'est qu'effectivement, on ait un impact au niveau de l'entreprise et qu'on ait pour de vrai un résultat opérationnel, c'est-à-dire que lundi à 5h, quand le gars il arrive et qu'il y a un dépannage à faire, il connaît la machine, il connaît la technique, il sait comment faire, il travaille en sécurité, c'est vite fait, bien fait, c'est efficace, il capitalise et ça roule. Il s'en fiche que le gars il est passé 2 jours, 2 mois ou 3 ans en formation, il veut un gars opérationnel. Ce qui est normal. Donc on ne confond pas le résultat avec le moyen, hein, qui est ce qui se passe pendant la session de formation. Donc c'est important de lier les deux et d'avoir un dispositif de montée en compétences qui ne soit pas que de la formation. Donc les évaluations de compétences, bon ça c'est des exemples, je vais les passer un peu vite, mais c'est le fait de se dire voilà, il y a des axes différents sur des techniques, sur le métier, qui permettent de positionner les creux et qui permettent de mettre des filières modulaires en disant il y a des gens qui sont ils partent de 0, ils passent au niveau 1, niveau 3 et donc les parcours sont courts pour les gens qui n'ont que des compléments à avoir. On a aussi des systèmes d'évaluation qui croisent la pratique et la théorie qui permettent de dire que par exemple voilà, en automatisme on va avoir des gens qui ont, dans cet exemple là la personne elle était bonne en théorie mais d'un point de vue pratique elle ne savait rien faire. Parce qu'il y a une vraie différence en fait. Et on est vraiment obligé de distinguer ces deux axes, notamment depuis qu'il y a un appauvrissement des formations. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des trous. Et qu'on est obligé de valider. Et on a souvent deux profils, c'est-à-dire des anciens qui sont très bons en pratique et qui manquent de bagage théorique. Et le contraire, c'est-à-dire des jeunes qui sont très bons en théorie mais qui n'ont pas de bagage pratique. Et donc il ne faut pas les mettre dans la même formation. Ou pas tout le temps. Donc ça permet de valider en même temps de la pratique, hein, ça permet de valider en même temps le savoir-faire et le comportement. Ça aussi c'est important. Hein. On évoquait tout à l'heure en sécurité le fait de dire ok on les a formés à la sécurité etc. Mais pour de vrai quand ils sont tout seuls le vendredi à 22h et qu'ils ont déjà dépassé d'1 heure, est-ce qu'ils travaillent en sécurité les gars ? Donc pour de vrai, le vendredi à 22h, quand la prod s'arrête et qu'il faut faire une réparation correcte, est-ce que le gars il fait un bon boulot ou il bâcle ? C'est la même question. Donc ça, le comportement, ça permet de détecter ce genre de dérive et de savoir quels apports il faut faire. Autre chose que je voulais évoquer sur la formation, c'est qu'en fait, il faut segmenter le problème. On a des agents de maintenance, alors le besoin n'est structurellement, d'un point de vue macroéconomique, le besoin n'est plus là. Ou peu là. Aujourd'hui, la plupart des industriels cherchent des techniciens de maintenance, c'est-à-dire pas des gens qui sont simples exécutants, mais des gens qui soient capables de faire du diagnostic et un peu de préparation de travaux avant d'intervenir. C'est la différence quand on prend les CQP, hein, les titres pro, entre les deux. Les agents de maintenance en exécution, on en consomme plus chez les prestataires et quasiment plus du tout chez les donneurs d'ordre. Et puis il y a besoin des fois d'autres compétences. Des fois on a besoin d'experts techniques. Là ça fait le 3e client dans le mois qui m'explique qu'il est en train de remettre en marche des fonctions de référent. Parce qu'en fait ils s'aperçoivent qu'ils ont une dilution de la compétence et qu'ils ont besoin de référents en élec, de référents en automatisme, de référents par technique pour avoir des gens solides sur lesquels s'appuyer en interne. Ils n'auront pas que des experts et ils en auront 1 ou 2 et du coup ils les identifient, ils les valorisent et ils leur réservent un peu de temps pour le faire. Par exemple du temps de tutorat. Puis on a besoin, dans les CQP et titres pro, il y a un technicien supérieur qui en rajoute un peu d'organisation, c'est souvent des chefs d'équipe de maintenance, hein, qui pas vraiment, pas toujours un responsable, donc qui est à mi-chemin entre de la méthode et de l'organisation. Puis on a besoin sur un niveau équivalent de gens qui sont capables d'être des fiabilistes. Donc ça, c'est en pointillé, hein, parce que ça, c'est vraiment des fonctions qui manquent dans beaucoup d'endroits.
pas assez de référents, pas de fiabilistes, pas de concepteurs, c'est-à-dire de bureau d'études maintenance pour l'amélioratif ou pour faire le lien avec les travaux neufs. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a rien. Donc ça, c'est des compétences possibles de spécialistes. Et c'est intéressant d'avoir des passerelles entre les deux. Donc je fais un peu une avance de phase, mais dans les solutions à mettre en place, et dans ce qui a un peu tué le métier, c'est que quand les gens ils arrivaient et qu'ils étaient mainteneurs un jour, mainteneur toujours, donc ils commençaient à bleu à 18 ans et ils sortaient à 62 ans en bleu en étant ouvriers qualifiés, quoi. Pourquoi ? Parce que vu qu'on n'embauchait personne, qu'on diminuait l'effectif, qu'on externalisait, qu'on n'augmentait pas, et qu'on l'expliquait que la maintenance c'était qu'un coût, on n'allait quand même pas l'augmenter et le faire évoluer. Donc ça, des filières d'évolution, c'est important de les mettre en place pour qu'il y ait des perspectives de carrière, que les gens soient motivés pour rester, pour avancer, pour évoluer, parce qu'il y a le recrutement et la fidélisation, hein. Et puis il y a d'autres passerelles à mettre en place avec la prod, parce que des conducteurs de ligne régleurs, les faire évoluer pour leur faire un peu de maintenance niveau 1, et puis un peu plus de maintenance, et puis devenir agent de maintenance multitechnique pour après rentrer dans la filière maintenance, c'est faisable. Et c'est intéressant. Parce que vu qu'on n'a pas assez de formation initiale, il faut bien trouver des ressources, des candidats qui soient capables de faire. Et puis il y a des nouveaux métiers qui rentrent autour de l'industrie 4.0. Donc il y a beaucoup de gros mots, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'industrie 4.0 qui peuvent rentrer dans ces cases-là. Et il y en a quelques-unes de plus qui sont des compétences complémentaires qui vont mettre, à mon avis, une dizaine ou une vingtaine d'années à être absorbées, du type l'analyse de données. Voilà. Ça, l'analyse de données, ça s'apprend. Voilà, c'est comme la maîtrise statistique des procédés, ça s'apprend. Mais ce n'est pas encore dans les mœurs de la maintenance. On en est quand même, à cause du traumatisme de la réduction des moyens depuis 30 ans, à des services techniques qui n'ont plus de méthode. Donc ils n'ont plus de méthode, la GMAO est remplie un peu n'importe comment. Donc avant de faire de l'analyse statistique, voilà, il y a d'autres priorités que d'apprendre à faire ça. Quand on fait des formations et qu'on veut que ça soit efficace, il faut faire ce qu'on appelle la pédagogie active pour qu'on ait directement un transfert de la connaissance en compétences et qu'on mette en situation. Donc typiquement, ce qu'on fait, alors la FES c'est la formation en situation de travail, c'est comment est-ce qu'on fait pour que d'une manière extrêmement rapide et collective, on ait un groupe qui s'approprie des gestes et qui ait des prises de conscience pour comprendre les choses. Donc, on met en situation, on dit, on demande au groupe qui a été observateur qu'est-ce qui a été difficile ou facile et pourquoi. Enfin, à la personne, pardon. Ensuite, au groupe, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Qu'est-ce que tu aurais fait autrement? Et en faisant comme ça, avec un travail pratique, et je repense à ce que présentait SMST tout à l'heure, avec un travail pratique de mise en situation, on peut beaucoup faire progresser le groupe. Parce qu'il y en a qui vont être en action, d'autres en observation, et tout le monde va se projeter et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait bien, qu'est-ce qui fait moins bien et comment est-ce qu'on peut faire mieux. Donc il faut vraiment, si on veut réduire la durée et améliorer l'efficacité, utiliser de la pédagogie active. On parlait de la modularité, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais dans les parcours, il faut qu'il y ait des briques, voilà, sur toutes les techniques et les technos dont on aurait besoin pour que les gens ne suivent que ce dont ils ont besoin. Il faut des moyens techniques qui permettent de simuler les choses facilement. On n'a pas toujours les moyens techniques de la machine. Nous, on a des solutions de ligne école qui sont des containers dans lesquels on a une ligne de production. Et donc, du coup, on déménage n'importe où, hein. On déménage sur le parking de l'industrie. On fait le parcours, on fait la formation dans le container, et puis 3 semaines après, on l'enlève et on va ailleurs. Donc ça, c'est intéressant parce que d'un point de vue logistique, quand on veut mobiliser des stagiaires et des employés pendant 5 jours, hein, je prends même l'exemple que 2, 3, 4, 5 jours, s'il faut tous les faire aller à Paris, à Lyon ou à Pétaouchnok, c'est lourd, c'est compliqué, c'est cher, il y a des résistances. Tandis que si c'est sur le parking de l'industriel, le gars il vient au boulot et puis il va au container à la place d'aller à l'atelier. Hein. Donc pour lui c'est beaucoup plus facile.
Donc la ligne école, j'en ai parlé, donc on a une ligne de conduite, donc là typiquement c'est des lignes de conditionnement parce que c'est des choses qu'on retrouve un peu partout, avec un peu toutes les technologies qui permettent de faire de la mécanique, de l'électricité, de l'automatisme et de s'amuser un petit peu à faire des actes de conduite quand c'est de la formation conduite ou de maintenance. Voilà, donc je passe un peu. Là, je voudrais aborder le dernier volet parce qu'on a parlé des formations initiales, on a parlé des formations continues. On voit qu'en formation continue, on peut faire des choses sur de la courte durée ou sur des durées de quelques dizaines de jours qui soient efficaces par de la pédagogie active et des moyens techniques qui soient adaptés. Après, on peut faire d'autres choses. Parce qu'au bout du bout, on a un problème de besoin de compétences qu'on n'arrivera pas à combler. En tout cas, pas à court terme. On peut faire des formations, mais ça suffit pas. En fait, il faut qu'on arrive à transférer de la compétence dont on aurait besoin ailleurs. Transférer de la compétence en production, transférer de la compétence en méthode, de la compétence de maintenance, en bureau d'études, chez des sous-traitants, pour avoir moins besoin de compétences. On peut avoir moins besoin de compétences aussi parce qu'on diminue le nombre d'actes techniques requis. Si on fait de la maintenabilité à la conception ou de la fiabilité, on aura moins besoin d'actes de maintenance, donc on aura moins besoin d'heures de mainteneur. C'est une autre manière de réduire le besoin, qui est quand même plutôt maligne parce qu'en plus ça fait de la performance industrielle. Et puis on peut aussi s'outiller avec des standards au poste ou des assistants. Donc le Securafim, c'est du management visuel sur les équipements qui permet de capitaliser, de cristalliser de la compétence sur quelles sont les énergies, où sont les organes de mise en sécurité et à quoi il faut faire attention en termes d'analyse de risque. Si on rajoute à ça un panneau de management visuel avec des gammes et des opérations pré-préparées, on a de nouveau cristallisé une compétence, on s'est fait un standard en fait sur la mise en sécurité, qui est un morceau de l'intervention de maintenance, très importante parce que c'est de la sécurité, mais qui permet de capitaliser cette compétence-là, de la structurer, de la mettre en dur, et de ne pas, à contrario, avoir, comme disait, je ne sais plus, la personne de SMST, comment on faisait avant, on prenait un vieux qu'on mettait avec un jeune, et puis il faisait le tour de l'usine pendant 2 ans pour lui expliquer, ah mais non mais là c'est cette vanne-là, c'est pas celle-là, méfie-toi. C'est plus long. Voilà. Donc cristalliser, capitaliser de la compétence par des outils, c'est pas idiot non plus. Donc si on prend une liste un peu à la Prévert, de solutions sur le sujet. On peut faire de la formation interne. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est déjà faire de la polyvalence, de ne plus avoir des mécaniciens et des électriciens, mais d'avoir des électromécas. D'avoir la polyvalence en automatisme. De la polycompétence, ça veut dire que on peut avoir des gens qui ont plusieurs postes. Par exemple, souvent dans les entreprises, vous avez des gens qui exploitent les énergies et les utilités ou les services généraux, et puis d'autres qui sont services techniques maintenance industrielle. Il y a des fois des passerelles. Pourquoi les uns n'aident jamais les autres? Pourquoi, quand il y a 2 sites, les gens ne changent jamais de site? Il y a la connaissance des installations, mais ce n'est pas la seule raison. Ce n'est pas une raison suffisante. Mettre en place du tutorat de manière structurée. Donc, on peut mettre la main d'un jeune dans la main d'un vieux, mais on peut aussi structurer le tutorat avec des systèmes d'évaluation, de compétences, de clarification des compétences, en donnant un peu de moyens, un peu de temps, et on peut faire de l'efficacité dans le tutorat. On peut monter jusqu'à des campus internes. On parlait ce matin du campus Airbus. Tout le monde n'est pas Airbus, comme je disais. Des campus de formation interne dans les groupes. Ça a été une grande mode pendant pas mal d'années. Il y en a pas mal qui se sont montés. Il y en a pas mal qui ont fermé. Faire de la formation, c'est pas si simple que ça, c'est aussi un métier. Et la problématique qu'ont eu les campus qui ont fermé, ça a souvent été de garantir un taux de remplissage et d'avoir tout le flux, de maintenir le flux qui permette de maintenir les moyens pédagogiques, y compris les formateurs, à temps plein sur le campus. Le dernier campus que je connais qui est fermé, leur problème numéro 1, ça a été celui-là, et du coup ils n'arrivaient pas à avoir les formateurs. Ils avaient des formateurs internes, mais quand le gars il fait 100 jours de formation ou 150 jours de formation par an au campus, il n'y a pas de souci. Quand il commence à en faire 30, 40, 20, 2, en fait quand on en a besoin il n'est plus là, il ne sait plus faire, voilà, et ça ne marche plus. Et sur la maintenance, des fois on a des besoins perlés.
sur les niches, et c'est compliqué de maintenir toutes les compétences et de gérer tout. Deuxième moyen, la formation intégrée en production. Monter en compétences des exploitants sur de l'auto-maintenance. C'est une tarte à la crème, hein, mais le premier mainteneur, c'est l'exploitant. Si lui sait faire l'inspection, surveiller la machine, voir qu'elle vibre, qu'elle fait du bruit, qu'elle ne marche pas comme prévu, de faire de la lubrification, du réglage de la boulonnerie, etc., on a fait des premiers actes de maintenance, on a évité des défaillances. Et c'est des choses qui soulagent les équipes techniques. On peut aller plus loin et monter en compétence des exploitants en mainteneurs. Donc c'est les régleurs plus. Donc c'est mes conducteurs de ligne qui commencent à faire de la maintenance niveau 1, voire de la maintenance niveau 2. Ils font du changement de format, mais ils en profitent pour faire du petit entretien. Quand il y a un capteur déplacé, ils le remettent, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui sont faisables et qu'on peut faire progressivement. L'avantage énorme, c'est que la population concernée, elle est grande, et donc on arrive à en trouver. Troisième levier, monter en puissance l'efficacité des services techniques. Professionnalisation des services maintenance et des mainteneurs. Vous avez, la plupart d'entre vous, des services techniques ou connus des services techniques. Sur 10 techniciens sur la même panne, il y en a un qui va mettre 1 heure, il y en a un qui va en mettre 8. Si tout le monde met 1h30, ça fait des heures de mainteneur en moins qu'on peut utiliser à d'autres choses. Donc c'est aussi une manière d'améliorer les choses, de diminuer le besoin, c'est d'être plus efficace. Et ça passe souvent par là, la remise en place des méthodes de maintenance et faire de la fiabilisation, je l'ai évoqué tout à l'heure. Pour passer moins de temps en dépannage, ayez moins de panne. C'est la meilleure méthode. Des leviers de politique RH, d'évolution de carrière et de QVT. Il y a la politique salariale. Si on est attractif, on a plus de chances d'avoir du monde et de les garder. Mettre en place des filières d'évolution, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur l'encadrement de la technique. Et faire de la QVT en maintenance. Donc ça, c'est un projet assez innovant qu'on est en train de mener, où on prend le service technique et on fait des actions de qualité de vie au travail juste sur le service technique. Et donc ça permet de progresser sur la fidélisation, c'est-à-dire que les mainteneurs, ils sont plus contents d'être là parce que c'est beaucoup plus sympa comme ambiance. Le manager prend en compte leurs contraintes et globalement leurs conditions de travail s'améliorent. Et donc j'oserais dire un salaire à peu près équivalent, voire inférieur, il reste. Externaliser l'opérationnel. Donc bien sûr, l'externalisation de la maintenance, c'est un truc qui se fait souvent. On voit dans l'observatoire qu'il y a un peu de réinternalisation. Il y a des analyses de cœur de métier qui se font. Donc les tâches à faible valeur ajoutée technique, effectivement, elles sont souvent externalisées. Ce qu'on peut trouver facilement et pour pas cher à l'extérieur, voilà, des industriels qui ont des plombiers chez eux, j'en connais pas beaucoup. Voilà. Par contre, éventuellement, des industriels qui ont un électricien, il y en a beaucoup. Donc, voilà, si j'ai beaucoup de volume d'intervention ou de la technicité importante, je les reste chez moi. Sinon, je sous-traite. Par contre, il y a des choses, des fois, dans les processus auxquels on ne pense pas. Par exemple, ce qui est hors cœur de métier. À la PAV, on le fait pour un certain nombre de donneurs d'ordre. En fait, ils ont externalisé auprès de nous le suivi des entreprises extérieures d'une manière générale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'accueil sécurité, les plans de prévention, mais aussi le suivi des entreprises jusqu'au respect du contrat. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait appel aux donneurs d'ordre que quand il y a vraiment un problème technique. Et on assure la gestion du suivi de l'entreprise extérieure de A à Z. Ça, c'est beaucoup de temps qui est pris au mainteneur et qui, en fait, en termes de valeur ajoutée technique, c'est faible. Si c'est bien cadré à la préparation, y compris avec un rendez-vous avec l'entreprise extérieure et le donneur d'ordre, et que tout est clair, et que le technicien, la plupart du temps, il a besoin de venir au lancement de l'opération et à la réception des travaux. Tout le processus, on peut le soulager de ça. Et ça fait des heures. Mutualiser ou réfléchir en entreprise étendue. Donc il y a des industriels qui organisent des partenariats avec des prestataires. Donc un partenariat, ça va plus loin qu'un contrat. Un partenariat, c'est on s'engage sur X années avec des échanges de savoir-faire, avec des gains partagés sur les progrès, etc. Mais c'est aussi avec des écoles, des institutionnels, des intérims. À Montbard, il nous expliquait qu'effectivement, il avait mis en place tout un réseau, en fait, formel et informel,
qui lui permettait de drainer en fait des candidats, de les faire passer en stage et puis après de les retrouver en intérim et puis après de les valider pour les garder. De donner envie, de faire comprendre, de donner envie au métier, de faire comprendre l'intérêt et de donner envie à l'entreprise à venir dans son entreprise. Et cette mécanique, il l'a mis en place parce que c'est Montbard et que Montbard c'est quand même pas très accessible des métropoles régionales. Et donc nécessité fait loi, il l'a mis en place et ça fonctionne. En fait, il arrive à recruter et à garder des bons profils grâce à ça. Des partenariats avec d'autres donneurs d'ordre, Jean-Jacques en parlait, alors ça se fait pas tant que ça dans les clusters, c'est dommage, mais voilà, des industriels qui sont proches, qui ont des technologies proches et qui se prêtent des mainteneurs, qui mutualisent les pièces détachées, qui font des opérations communes, qui s'aident pendant les grands arrêts, donc ça commence à exister. Les standards en poste. Donc la première chose qui peut être faite, c'est de remettre au nominal les équipements, stabiliser les équipements, c'est-à-dire que la plupart des entreprises ont des équipements qui sont dégradés, qui sont plus documentés, et on ne sait même pas comment est-ce qu'ils sont censés être pour de vrai aujourd'hui. Donc ne serait-ce que documenter comment ils sont censés être, ça permet de clarifier et d'accélérer la maintenance et de faciliter la maintenance. D'avoir les bons plans et la bonne nomenclature de pièces détachées, ça permet de ne pas se tromper et de ne pas perdre du temps à le chercher. Et on peut aller plus loin en capitalisant les savoir-faire sur les équipements, c'est-à-dire que si on revenait aux bonnes pratiques de la TPM, des dossiers machines, avec un dossier dans lequel il y a les plans à jour, les schémas, les nomenclatures, les modes opératoires de conduite, les modes opératoires de maintenance, le plan de maintenance, l'historique récente, etc., tout ça, ça accélère énormément les choses. Si on repère les équipements, les installations, les organes, les points de contrôle, ça accélère énormément les choses. Tout ça, c'est faisable. Vu qu'il n'y a plus eu de méthode pendant des dizaines d'années, il y a plein d'endroits où ça s'est perdu, où ça n'a jamais été là. Les assistants intelligents. Donc là, c'est une autre manière de mettre de l'intelligence ailleurs que dans les techniciens de maintenance qu'on n'arrive pas à recruter. C'est d'utiliser des outils informatiques pour capitaliser des savoir-faire. Donc il y a la GMAO, mais pas que. C'est-à-dire avoir des bases de données interprétées qui permettent de capitaliser de la donnée sur les installations, de la donnée sur les interventions techniques, et donc du coup d'être plus performant quand on va faire les actes de maintenance pour déterminer le préventif, mais aussi pour faire du diagnostic. Donc on savait le faire depuis longtemps avec des GMAO, mais ce n'était pas pour autant mis en place. Des outils d'aide au diagnostic qui, face à un symptôme sur une machine, disent vous avez un bruit de roulement sur cette machine-là. Ce symptôme, la cause la plus fréquente qu'on a rencontrée depuis qu'on a de l'historique, 80% de chances que ça soit ce roulement-là qu'il faille changer, qui est la pièce d'usure principale. Et ce roulement-là, c'est telle référence, on en a 3 en stack à tel emplacement. Dès la demande d'intervention, je pourrais l'avoir ça. Moi, je l'ai mis en place il y a 20 ans, d'avoir une demande d'intervention dans laquelle il y a ces informations-là. Le mainteneur, il a la demande d'intervention, il passe par le magasin, il prend le roulement dans la poche, et puis il y va, quoi. Peut-être qu'il s'est trompé, mais il y a 80% de chances pour qu'il ait la bonne pièce dans la poche et que ça aille beaucoup plus vite et que ce soit beaucoup plus facile, plutôt que de chercher. Donc ça, c'est des choses faciles qu'on faisait et qu'on ne fait plus depuis longtemps, et qu'il faut qu'on refasse. Et puis, on a cette activité-là peut être facilitée aujourd'hui parce que ne serait-ce qu'avec de la vraie mobilité, avec des outils de GMAO un peu plus performants, on est capable de sortir la pièce facilement, de la remettre facilement, de taguer l'équipement facilement, de taguer le temps qu'on met facilement. Et donc, cette collecte de données est facilitée avec les nouvelles technologies. On peut interfacer les codes d'erreur avec les machines, donc les symptômes sont mieux qualifiés. Donc tout ça, c'est des nouveautés qui sont intéressantes. Et puis, on peut intégrer de la compétence en diagnostic et en préconisation par de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est au-delà de la donnée brute, c'est d'avoir de l'intelligence dans les algorithmes qui aident au diagnostic. Là aussi, l'intelligence artificielle, une des premières expériences qui a été menée il y a 50 ans, donc dans les 50 ans, c'est peut-être beaucoup, 40. En fait, c'était l'ancêtre de Watson. L'ancêtre de Watson, le premier test qu'ils ont fait, c'est il y a des pierres, le calcaire, il y a des maladies pour les pierres, en fait, des espèces de moisissures. Et en fait, il y a 2 maladies.
Le traitement d'une maladie aggrave l'autre. C'est-à-dire que si vous pensez que c'est A et vous faites le traitement de A, si jamais c'était B, le bâtiment est mort. Et inversement. Donc il ne faut pas se tromper. Et donc sur ces maladies du calcaire, il y avait 2 experts européens qui savaient reconnaître le A du B. Donc ils ont pris ça comme test. Et c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont pris des milliers de cas qu'ils avaient traités. Ils leur ont donné des centaines de cas complémentaires et ils ont fait apprendre au moteur d'intelligence artificielle comment ils arrivaient à diagnostiquer. Donc ça permet en fait de mettre l'intelligence et la compétence qu'avaient ces gens-là dans un système informatique et de le capitaliser. Aujourd'hui, on est technologiquement parlant à un niveau où on peut commencer à envisager de faire ça sur certains sujets, en maintenance, en masse, parce qu'en fait, ces outils-là ont été démocratisés. C'est-à-dire des moteurs d'inférence en intelligence artificielle, ça existe depuis des dizaines d'années, sauf qu'aujourd'hui, voilà, depuis un téléphone portable, on peut y accéder. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, parce que, par exemple, des experts sur du dépannage de vos installations, de vos équipements spéciaux, de vos machines spéciales, mais il y en a peut-être un chez vous. S'il s'en va, il se casse la jambe ou il part à la retraite, vous êtes foutu. C'est une manière de capitaliser du savoir-faire, d'utiliser ces outils-là. Et puis, la fiabilisation et le design, maintenabilité à la conception. Fiabilisation, c'est aussi une bonne manière de réduire le besoin de compétences, donc de remettre de la compétence, si je reviens ici, à la production par la maintenance niveau 1, la maintenance intégrée, aux méthodes par rapport à la fiabilisation, au bureau d'études et aux travaux neufs par rapport à la maintenabilité à la conception. Chez les sous-traitants, c'est des manières de trouver des réponses au manque de compétences. Si vous n'avez pas assez de mainteneurs pour les envoyer chez les travaux neufs pour qu'on prenne en compte la maintenance aux travaux neufs, il faudrait que les travaux neufs montent en compétences en maintenance. C'est une autre manière de voir le problème. Donc, on parlait des standards au poste, l'exemple de choses qu'on peut mettre à l'intérieur d'un dossier machine complet. Donc ça permet, une fois qu'on l'a formalisé, qu'on l'a capitalisé, de ne pas le perdre, de pouvoir le transmettre plus vite à un nouvel entrant, et puis d'être exploité à vue d'analyse statistique. Donc c'est important qu'on fait ce genre de démarche, d'identifier quels sont les savoir-faire clés, de les formaliser, de les vulgariser, ce qui permet de les transmettre facilement et de les capitaliser. Donc ça permet donc, sur une machine, c'est un exemple de dossier où il n'y avait rien, où on a pris des schémas de machine, on a dit on a fait des repérages sur les sous-ensembles, on a documenté un petit peu pour que le mainteneur soit beaucoup plus efficace. On a aussi du blended learning avec de la réalité augmentée qui permet d'accélérer aussi les formations et qui permet donc de faire les choses plus vite et plus efficacement. Voilà. Mais pour arriver à ça, il y a tout un tas de prérequis méthode maintenance. Je vais m'arrêter là parce qu'on m'a dit que le temps était fini, dépassé, explosé. Merci à tous.